Merci à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Marie Anastasio. Je suis membre du groupe d'action de la France Insoumise à La Haye. Et je vais avoir de modérer un peu la discussion ce soir. L'événement est retransmis en direct sur Facebook et YouTube en même temps. Si jamais vous avez des questions pendant l'événement pour les deux intervenants, vous pouvez les écrire en commentaire ou pour ceux qui sont dans le Zoom aussi, dans le chat de Zoom. Et elles me seront remontées et c'est moi qui essaierai ensuite de les redonner à nos invités. Donc, nos invités. Nous avons Michel Kokoreff, qui est professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et chercheur au CRESPA CNRS. Il est spécialiste des banlieues populaires, de la déviance et de la contestation sociale. Et dernièrement, il a publié Violence policière et généalogie d'une violence d'État, qui est la raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre et ce de quoi nous allons principalement parler ce soir. Pour lui donner la réplique, nous avons Hugo Barnalicis, député du Nord, qui est co-rédacteur du livret Sécurité de l'avenir en commun, président de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire et ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Donc, j'espère pouvoir avoir de lui une vision un peu plus interne de la problématique des violences policières. Donc, je vais commencer par donner la parole à Michel, qui va vous parler de son livre et de ce dont cela parle. À vous, Michel. Très bien, merci Marie. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci aux militants, militantes de France Insoumise pour cette invitation, pour cette présentation que je vais faire. Merci aussi à Paul Dos-Savant qui en a eu l'initiative. Et je voudrais faire une spéciale dédicace à Ronald. Alors, ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est en fait une présentation en 3 temps autour de 3 verbes: documenter, comprendre et agir. Donc, premier temps, documenter ou comment conjurer l'oubli, parce qu'il s'agit un peu de ça. Et je voudrais commencer par un ensemble de dates d'événements que je développe dans le livre. 8 mai 1945, Sétif, Constantine, manifestation pour l'indépendance de l'Algérie. Selon les estimations après coup, autour de 6 000 morts. 14 juillet 1953, place de la Nation, Paris, cortège d'Algériens indépendantistes, donc dans cette manifestation traditionnelle du 14 juillet, 7 morts, dont un Français et 6 Algériens. 17 octobre 1961, Paris, manifestation à l'appel du FLN contre le couvre-feu visant les Français musulmans. Bilan officiel, 2 morts. Bilan réel, beaucoup plus, selon le journaliste Jean-Luc Enaudi, entre 200 et 300 morts sur toute la période du mois d'octobre 1961. 8 février 1962, évidemment, Charonne, manifestation contre l'OAS, pour la paix, peut-être faudrait-il dire d'abord, et contre l'OAS, contre les attentats qui se multiplient. 9 morts, tous membres du Parti communiste français. 20 mars 1967, Basse-Terre, 50 blessés, un nombre de morts inconnu. 25 et 26 mai 1967, Pointe-à-Pitre, bilan officiel, 8 morts, bilan revu par la commission Taubira en 2016, 100 morts. Mai-juin 1968, 5 morts sur le coup, dont un policier, plus des centaines de blessés graves suite à l'utilisation de grenades au phosphore.
27 octobre 1971, assassinat de Djilali Ben Ali, 17 ans par son concierge à Barbès. Un drame qui marque une flambée raciste visant exclusivement la communauté algérienne, qui fera 50 victimes et 300 blessés de 1971 à 1973. Alors évidemment, je pourrais continuer cet inventaire macabre, mais néanmoins bien réel. Si je prends comme source un décompte qui a été réalisé à partir de multiples sources recoupées et qui a été publié récemment par Bastamag, le magazine, le journal indépendant, de 1977 à 2019, 676 décès ont été recensés suite à une intervention policière, dont 26 en 2019, 28 en 2018 et 36 en 2017, année d'élection présidentielle, qui demeure donc, cette année 2017, la plus meurtrière de ce décompte depuis 4 décennies. Et j'ajoute, parce que c'est important, que dans 77% de ces interventions des forces de l'ordre, les personnes tuées n'étaient pas armées et donc les policiers n'étaient pas en légitime défense. Alors, de cette série datée, bien documentée par les historiens et les historiennes, et sans revenir sur l'histoire des insurrections et du mouvement ouvrier noyé dans le sang au XIXe siècle, et notamment la Commune de Paris, de cette série macabre, on peut dégager, me semble-t-il, trois enseignements majeurs. Le premier, c'est que les massacres d'État, ce que le grand historien Alain de Verp, qui a d'ailleurs perdu sa mère à Charonne en 1962, appelait des massacres d'État, les massacres d'État, les pratiques violentes des forces de l'ordre, les discriminations systémiques, notamment dans les quartiers pauvres, sont une réalité historique indéniable, qui répond à des causes structurelles. Je vais y revenir, mais évidemment, j'y insiste dans le livre. Deuxièmement, deuxième enseignement, ces faits ont été et restent l'objet d'une logique du déni de la part du pouvoir, et chacun se souvient de cette formule du président Macron, parler de violence policière et insupportable, irrespectueux dans un état de droit, en plein mouvement des Gilets jaunes. Troisième enseignement, ces violences policières, appelons-les comme ça, même si le terme ne me satisfait pas complètement, mais bon, ne chipotons pas, ces violences, donc ces pratiques policières, ont bénéficié d'une culture de l'impunité ou de ce qu'un magistrat avait un jour appelé un permis de tuer. Je vous prends juste un exemple qui renvoie ou qui nous ramène au Dom-Tom et à la Guadeloupe, peu souvent cité d'ailleurs, hein. Lors des tueries en Guadeloupe en 1967, seront cités le commissaire divisionnaire Canales, le préfet Bolotte, le ministre de l'Outre-mer Bilotte, le ministre de l'Intérieur Fouchet, le ministre des Armées Mesmer et le secrétaire d'État aux affaires africaines Focard. Du beau monde, nul ne sera inquiété. Et on pourrait évidemment multiplier les exemples de policiers impliqués notamment dans toute la période des années 70, 80, 90 dans les banlieues et qui ont bénéficié soit de non-lieu, y compris les 3 policiers qui étaient mis en examen suite au décès
de Ziad Benna et Bouna Traoré, le 27 octobre 2005, ou non-lieu ou relaxé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de structurel, et j'insiste beaucoup là-dessus dans le livre. C'est qu'à la fois, il y a une histoire longue sur une soixantaine d'années, puisque évidemment, on a tous en tête un certain nombre d'images plus récentes. Bon. Donc une histoire longue de pratiques policières violentes, meurtrières, couvertes par la hiérarchie et bénéficiant d'une impunité. Alors, deuxième temps, c'est comprendre ce que j'appelle les violences d'État comme une sorte de matrice. Et donc, essayons maintenant de proposer évidemment quelques interprétations d'un état de fait dans la perspective d'une sociologie compréhensive, dans le sens où évidemment comprendre n'est pas justifié, encore moins excusé, mais interprété. Et pour cela, je partirai de la célèbre définition du sociologue Max Weber, qui a été si souvent mal interprétée, y compris récemment par l'actuel ministre de l'Intérieur, qui définissait l'État comme le monopole de la violence physique légitime. L'État dispose du monopole de la violence physique légitime, et ajoutait Weber au tournant du XXe siècle, contre les communautés, notamment contre, disons, des communautés, des particuliers. Seul il a cette légitimité d'exercer la violence physique. Alors, dire cela, ce n'est en rien une justification faisant de l'État un lieu neutre, et ce n'est pas plus considérer ces violences policières comme un fait inacceptable dans un État de droit, puisque, par exemple, celui-ci, l'État de droit, était bien en vigueur lors du massacre du 17 octobre 1961, sous la houlette d'un certain Maurice Papon, qui, évidemment, nous renvoie aux pages sombres du régime de Vichy et de la déportation. Mais il en va de même du niveau de violence inédit enregistré lors de la révolte des Gilets jaunes. On était bien dans un état de droit, et notamment sous l'autorité d'un autre préfet de la préfecture de police de Paris. On considère la préfecture de police de Paris souvent comme un État dans l'État, un préfet s'appelant, vous le savez tous, Didier Lallemand. Alors, on se méprend parfois sur le terme légitime. Monopole de la violence physique légitime, pour Weber, il n'a pas un sens normatif, ce terme. Ça veut dire qu'il n'est pas l'équivalent de juste ou de rationnellement fondé. Pour le sociologue allemand, le concept de légitimité désigne uniquement la croyance en la légitimité du pouvoir, c'est-à-dire le fait qu'il soit accepté comme légitime par les sujets de la domination. D'où la correction de cette formule qui a été proposée par un autre sociologue plus connu, plus contemporain, enfin, bon, qui est décédé aujourd'hui, mais qui est très connu, qui s'appelle Pierre Bourdieu, dans son cours sur l'État, et qui disait « L'État, c'est le monopole de la violence physique et symbolique ». Autrement dit, l'État a le monopole de la violence symbolique légitime. Et il va même plus loin, il allait plus loin, puisqu'il considérait que l'État, dans son exercice de la violence symbolique légitime, trouve là une condition de la possession de la violence physique. Autrement dit, ce que montrait Bourdieu, et qui me semble tout à fait important, c'est que l'État est un appareil de production, de répression et de consentement. Il réprime en même temps qu'il produit de la croyance dans la légitimité de son action. Alors,
Évidemment, là, j'ouvre une petite parenthèse, on pourra débattre de la manière dont s'opère ce consentement et bien sûr, on pourra mettre l'accent sur le rôle des médias dominants, de ce qu'on appelle depuis quelques années les médias mainstream, qui sont tenus par quelques milliardaires, par ailleurs amis bien connus du président de la République actuelle. On pourra en débattre, même si, à mon sens, l'explication est un peu courte, ou en tout cas, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour comprendre comment l'État produit du consentement et comment, au fond, s'opère une sorte d'indifférence civile d'une partie de la population à l'égard des violences constatées par une autre partie. Bon, il peut arriver que néanmoins la majorité de la population juge que la façon dont l'État exerce son monopole de la violence physique cesse d'être légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, comme on l'a vu en France ces dernières années, notamment à travers des sondages, constater d'une part un soutien important du mouvement des Gilets jaunes entre, disons, novembre et janvier. Après, on a pu poser la question parce qu'elle était peut-être gênante, mais on voyait qu'il y avait effectivement un taux très élevé de soutien, peut-être pas des Français, mais des gens qui étaient interrogés. Et puis, en même temps, la dénonciation de l'illégitimité des violences policières a dépassé un cercle évidemment étroit d'anarchistes, de gauchistes et je ne sais quoi, pour donc toucher une population plus large, ce qui est en vrai à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, puisque de nombreuses personnalités, et notamment je me souviens, et je cite le cas de l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui s'est émue du niveau sans précédent de violence atteint. Alors, évidemment, les enregistrements vidéo qui ont été réalisés par les manifestants ou par les passants ont permis de documenter ces violences, ou si vous préférez, ces nouveaux moyens techniques ne permettent plus de cacher ces violences, et c'est sans doute une des différences qui réside avec toute la période que j'ai évoquée très rapidement depuis 1945. Comment s'est exercée cette violence? Bon, on le sait aussi à l'aide de méthodes, les clés d'étranglement, les plaquages au sol, d'une panoplie de répression interdite dans la plupart des pays européens, les fameux lanceurs de balles de défense, 12 euphémismes, les grenades de désencerclement, les grenades lacrymogènes toxiques, les tasers, et puis la bonne vieille matraque qui a remplacé le bidule d'antan et qui a servi aussi à blesser grièvement un très grand nombre de personnes, et ce, indifféremment de l'âge, du statut social, de l'origine. Et c'est peut-être ça qui a été un phénomène particulier, sinon nouveau, je dirais depuis 2016, c'est que ce ne sont plus des groupes particuliers, mais l'ensemble des manifestants. Alors, tantôt c'est les infirmières, tantôt c'est d'autres groupes qui découvrent ces violences policières comme s'il y avait une sorte de démocratisation de la violence, dans le sens où il y en a pour tout le monde. Résultat documenté par le journaliste et écrivain David Dufresne, on le sait aussi, 5 mains arrachées, 28 éborgnés, 341 sérieusement blessés à la tête, sans parler de la mort de Zined Redouane à son balcon à Marseille, âgé de 82 ans, ou de l'agression de Geneviève Leguet à Nice. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi les exactions n'ont pas atteint une telle échelle avant?
Parce qu'effectivement, là, et pas simplement que depuis les Gilets jaunes, mais on pourrait dire, encore une fois, depuis 3-4 ans, hein, on a atteint un niveau inédit qui a souvent été d'ailleurs comparé au niveau de violence et de blessés lors du mois de mai et juin 68. Donc, pourquoi ce n'était pas possible avant? Parce que finalement, la police était la même. Hein. En tout cas, dans sa structure, dans son organisation, dans ses missions, au fond, la police d'aujourd'hui est déterminée par l'étatisation de la police nationale survenue en 1941. Hein, on revient sur cette période de trouble. Et à mon sens, la seule explication possible est la suivante, c'est que ces pratiques policières ont été encouragées, autorisées, légitimées, couvertes par les autorités, voire favorisées ou couvertes, hein, mais je préfère favoriser par des syndicats de police qui sont en proie à une radicalisation extrême. Et il y a tout un passage dans mon bouquin où j'essaye justement de pointer ces mutations du paysage syndical policier, en sachant qu'il y a un taux de syndicalisation parmi les fonctionnaires de police qui est extrêmement élevé par rapport à d'autres services publics, agents de la fonction publique, notamment pour des raisons de carrière professionnelle, hein, qu'il s'agisse d'avancement, de promotion, de mutation, ou qu'il s'agisse aussi de défense pour des problèmes disciplinaires. Bon. Et en gros, on avait un paysage qui était dominé par la gauche, et on est passé à un paysage notamment avec la FASP, qui était proche, disons, entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Donc, ça peut laisser rêveur les plus jeunes d'entre vous. Et on est passé à un paysage qui est dominé par Alliance, qui entretient des liens tout à fait publics et étroits avec le Front national. Alors, évidemment, la violence était aussi dans les mouvements sociaux. En s'attaquant à des biens, en s'attaquant à des bâtiments, à des objets symboles, des enseignes, des banques, des compagnies d'assurance. Mais pour autant, gardons raison, il ne s'agissait pas de milices au service d'autres groupements politiques. Ces violences de rue ne mettaient pas en péril le monopole étatique de la violence physique sur les personnes, malgré les tentatives, quand même, on l'a bien vu, de faire jouer ce rôle aux fameux Black Blocs et aussi aux Gilets jaunes, hein, tous assimilés à des foules haineuses. Mais sérieusement, qui oserait comparer le bris d'une vitrine avec l'assassinat policier d'un livreur, pour évoquer le cas de Cédric Chauviat, ou avec la mutilation par les forces du désordre de dizaines de manifestants non armés. Et donc là, il me semble que lorsqu'on parle de dérive d'État ou de dérive de l'État de droit, on est un peu court. Hein. On est un peu court parce qu'en même temps, on voit que ces dérives, elles sont encore une fois structurelles, qu'elles sont historiquement datées. Bon. Et pour ma part, mais on est nombreux à proposer cette analyse, chercheurs, militants, hommes ou femmes politiques ou simples citoyens, on peut y voir plutôt l'expression dans toute sa violence d'un régime néolibéral, ultralibéral, autoritaire, hein, qui joue sur ces deux versants. D'un côté, une idéologie néo- ou ultralibérale, qui détricote le code du travail, qui produit de la précarité, qui s'attaque aux services publics, qui privatise les aéroports et d'autres services publics, et puis d'un autre côté, qui adopte une politique de la matraque. Et je dirais dans ce sens-là que la violence
elle est capitaliste, elle est étatique, elle est sociale, aussi bien que coloniale. Alors, ça m'amène à un troisième temps, mais qui sera en quelque sorte ma conclusion, et plus bref. Le troisième temps, c'est agir. C'est-à-dire, la question, me semble-t-il, ce n'est pas que faire, comme le demandait un certain Lénine, Vladimir Ilitch, mais plutôt comment faire pour arrêter ça. Comment faire pour arrêter ça? Faut-il désarmer la police? Faut-il réformer l'inspection générale de la police nationale, la fameuse IGPN, la rendre indépendante? Est-ce qu'il faut rétablir, face à une politique du résultat offensive, musclée, une police de proximité? Est-ce qu'il faut s'inspirer de nos voisins, et notamment allemands, pour adopter une politique de désescalade, alors qu'on est plutôt dans une stratégie d'escalade? Mais dans tous les cas, à partir de quelle force? Et notamment à partir de quelle force politique? À partir de quel type de mobilisation? Question. Et je citerai le sociologue Jérémy Gauthier, qui soulignait que, au fond, face à l'inertie de l'institution policière, qui ne veut pas ou ne peut pas réformer ses routines et ses doctrines, le meilleur exemple, c'est le récent schéma directeur du maintien de l'ordre, qui est tout à fait affligeant. Eh bien, face à cette institution policière, donc, qui ne peut pas ou qui ne veut pas changer, on a vu apparaître des contre-feux. Et je dirais depuis quand même les émeutes de 2005. Trois exemples. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler la structuration des mobilisations, des militants, de l'activisme. Donc, bien sûr, il y a le comité Adama, qui a percé le 2 juin dans le contexte de la mort, de l'agonie de George Floyd aux États-Unis, mais qui est mobilisé depuis le 22 juillet 2016 et la mort de Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. Donc, comité Adama, stop le contrôle aux faciès, qui pointe une question importante, des contrôles discriminants. On pourrait citer aussi Urgence, notre police assassine, ou encore un autre collectif, Désarmons-les. Donc, structuration de l'activisme, premièrement. Deuxièmement, un deuxième contre-feu, c'est la production de données en sciences sociales. Donc, le travail essentiel des historiens, l'historiographie, mais aussi des enquêtes de terrain auprès de policiers, auprès des habitants des quartiers paupérisés, des analyses comparatives entre différents pays, comment ça se passe ailleurs, en Allemagne, en Angleterre, pour rester dans cette zone, bon, et qui permet notamment, je pense à l'enquête qui a été faite sur les contrôles aux faciès à la gare du Nord et à Châtelet, qui ont établi qu'effectivement les personnes d'ascendance immigrée, notamment maghrébine et subsaharienne, avaient entre 7 et 12 fois plus de chances d'être contrôlées, avec un résultat en termes de purement policier nul, puisque la plupart du temps, il n'était pas interpellé, il n'était pas poursuivi. Bon. Et c'est notamment ce type d'enquête qui a permis d'instruire donc un ensemble de plaintes pour discrimination. Et donc ça c'est le troisième contre-feu, c'est les avancées sur le plan juridique, avec la condamnation pour faute lourde de non-respect du principe de non-discrimination par la Cour d'appel de Paris en 2015. Donc il y a 3 dossiers qui ont été effectivement reconnus légitimes, valides par la Cour d'appel au terme d'un long feuilleton juridique, ce qui est une jurisprudence qui est sans précédent en France. Alors, en même temps,
il n'y a pas de quoi s'emballer, hein, il n'y a pas de quoi s'emballer parce que même si ces contre-feux existent, on voit quand même l'histoire se répéter et bégayer. Et on pourrait citer évidemment, ce que je ne fais pas là pour l'instant, de nombreux cas, hein, jusque les manifestations de décembre 2020. Et puis, bon, j'oublie pas qu'on est quand même dans un espace politique et un peu peut-être de façon provocante, mais je pense qu'on peut étayer ce jugement. Force est de constater que le champ politique est à ce point en miettes, est à ce point éclaté, que l'on peine à entrevoir des débouchés politiques d'actions, de réformes qui permettrait sinon d'arrêter ça, en tout cas de recadrer un peu des pratiques, une sorte d'autonomisation de la police. Sartre, le vieux Sartre, disait l'État n'est pas fasciste, mais sa police le devient. Eh bien, donnons-lui tort. Donnons-lui tort. Et le débat est ouvert et évidemment urgent. Et je m'en tiens là et je vous remercie de votre attention. Bien, bonsoir. Alors, je ne sais pas si Marie fait peut-être nous faire la transition. Et je crois que c'est à moi ensuite de prendre la parole. Hugo, on t'entend mal. Si tu peux parler plus près du micro. Je vais parler plus près. Ok, désolée, je n'avais plus le droit de me donner la parole. Donc oui, en effet, merci beaucoup Michel pour cette présentation. Et je vais demander si Hugo a une remarque, une première réaction sur tout ce que vous venez de nous dire qui fait un petit peu peur d'une certaine manière. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on m'entend bien, j'ai un peu augmenté le son. J'ai une première réaction, c'est que je partage dans les très grandes lignes la totalité du constat qui a été posé et des analyses qui ont été faites. On a arrêté ma vidéo. Ah, voilà. La totalité du constat et des analyses qui ont été faites. La question qui est devant nous et qui est devant moi, qui suis parlementaire et pour nous, la France Insoumise, qui aspirons à prendre le pouvoir et à gouverner ce pays, c'est bon, d'accord, ok, très bien, demain on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on règle le problème? Il y a des pistes qui ont été données dans la dernière partie qui me semblent très importantes et très intéressantes. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question en disant, parce que la temporalité politique est ainsi faite, que quand on gouverne un pays, on a envie d'avoir des résultats rapidement. Et donc de mettre en place des choses qui puissent être un peu des électrochocs et de nature à régler le problème. Je dois dire que la solution en réalité la plus pertinente, pas dire qu'il y ait de nature à régler tous les problèmes, mais la plus pertinente et la principale, c'est la question de la formation initiale et continue des policières et des policiers. Je mets de côté l'impulsion politique comme si elle était évidente pour nous, en ce qui nous concerne, mais une fois qu'il y a la volonté politique de dire ça suffit les discriminations, ça suffit le racisme dans la police, ça suffit les violences, moi j'arrive pas à les appeler, c'est pas un problème de policière, mais c'est que maintenant on parle de violences illégitimes. Je vois même les avocats qui disent ça, mais je suis désolé, celles qu'on poursuit, et c'est des violences qui sont illégales, qui dérogent aux principes qui sont dans la loi de proportionnalité et tout un tas d'autres principes de nécessité, etc. Bon. Donc c'est illégal, c'est pas illégitime au sens oups pardon j'ai tapé trop fort quoi. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment politique où en plus les termes du débat sont tout le temps même les mots sont contestés eux-mêmes. On a vu comment le mot de violence policière a pu être repris dans la bouche du président de la République d'abord pendant le mouvement des Gilets jaunes en disant vous ne pouvez pas parler de violence policière sinon vous êtes anti-républicain. C'était ça la logique, hein, c'est de dire si vous employez ce mot, c'est que vous êtes anti-républicain puisque vous pointez du doigt la police comme étant illégitime pour le coup, voire illégale,
et qu'il faut respecter sa police en République et en démocratie. Mais pour respecter la police, faut-il encore qu'elle soit respectable. La problématique qu'on a avec la formation, et notamment la formation initiale, vous en doutez bien, c'est qu'entre le moment où on met en place la formation initiale et le moment où le policier, nouveau modèle, on va dire ça comme ça, plus respectueux du cadre républicain, arrive sur le terrain, il faut, dans notre esprit, au moins 2 ans, puisqu'on allongerait la formation initiale de 1 à 2 années, et on ne serait pas encore sur les standards les plus élevés d'un certain nombre de pays, où la formation initiale pour être policier de terrain, hein, je ne parle pas expert de la police, c'est 3 ans. Donc, on a encore de la marge de progression, mais 2 ans, on pense que ce serait déjà un bon point de départ pour l'intégralité des policiers du pays. Je rappelle qu'en théorie, ils sont censés être formés pour 12 mois, sur 12 mois, et que au moment où on se parle, là, et depuis 2015, depuis les attentats de 2015, on est passé à 9 mois de formation. Et encore, je dis 9, mais il y a 1 mois de vacances, entre guillemets, donc en fait c'est 8 effectifs, et sur les 8, il y en a même une partie qui est pas en cours théorique, mais qui est en pratique. Donc voilà, je vous laisse deviner ce que peut être la pratique en l'occurrence. Donc on est à la ramasse. Donc ça, on sait qu'on peut le changer vite, mais ça ne va pas produire des effets tout de suite. Et en fait, c'est pour ça qu'on a besoin d'être bien préparé et qu'en ce moment, on travaille avec Daniel sur une proposition de loi cadre, enfin sur plusieurs, sur la sécurité, sur la justice et sur l'égalité, mais notamment sur la sécurité, qui englobe les différents aspects qui sont de nature à changer les choses concrètement. La formation initiale, c'est impératif, on ne peut pas y couper. Pour les policiers qui sont déjà en poste, il va falloir faire de la formation continue. Il va falloir faire donc même ceux qui pensent savoir comment ça fonctionne, ils devront repasser comme tous les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, ils sont censés revoir leurs habilitations pour utiliser les tonfas, les matraques et compagnie. Et pareil, on peut imaginer que sur la durée du mandat, chaque policier soit obligé de repasser par la case formation. Alors c'est pas forcément 3 mois, hein, ça peut être des formations de 3 fois une semaine, j'en sais rien. Enfin, on peut étaler ça dans l'année sans difficulté, mais qu'on revoit quelques fondamentaux, et notamment des fondamentaux de la science sociale. Je pense que les policiers doivent être un minimum initiés à la science sociale, quoi. Voilà, qu'on leur en parle de la sociologie, des discriminations, de ce que ça implique, de quelques notions de psychologie, notamment, je pense à toutes les stratégies de désescalade, pas juste dans les manifestations, parce qu'on le dit beaucoup pour les manifestations, et on a raison de le dire, mais même des stratégies de désescalade tout court. C'est-à-dire, quand vous êtes policier, votre boulot, c'est, dans une bonne partie des cas, c'est de gérer des situations conflictuelles. Et savoir faire de la désescalade, par exemple, quand vous intervenez sur un différend familial parce qu'il y a eu un appel du 17 que monsieur frappe sur madame, que vous arrivez et que c'est une situation de crise, voilà, soit vous tapez dans le tas, et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur résultat, soit vous êtes en capacité d'apaiser la situation pour à la fois appréhender l'auteur potentiel de l'infraction, pas vous mettre en danger vous-même et pas mettre en danger autrui. Et ça s'apprend, quoi. Je veux dire, ça s'apprend, voilà, ça peut s'apprendre. Donc la désescalade, ça doit être à ce niveau-là. Et puis évidemment, il va falloir qu'on contrôle sévèrement. Donc ça a été dit, réforme de l'IGPN, c'est indispensable. Il faut dissoudre dans l'acide la IGPN telle qu'elle est aujourd'hui, ça c'est clair, pour refaire autre chose. Alors il y a plusieurs pistes qui sont assez intéressantes. Moi, je creuse pas mal les pistes canadiennes et anglaises. La piste anglaise est intéressante parce qu'elle est assez récente. C'est 2013, ils ont eu un grand débat dans le pays, ils ont fait une loi, ils ont mis cette structure-là dans la loi, qui est l'IOPC. Et en fait, l'IOPC, donc c'est l'équivalent de l'IGPN, sur la conduite des policiers, en l'occurrence, le comportement des policiers, en fait, est composé de non-policiers et dirigé par des non-policiers. Et n'importe quel citoyen peut candidater pour être une sorte d'enquêteur de la police quand on vient le signaler des faits qui peuvent être des délits. C'est des sources d'inspiration qui peuvent être très intéressantes pour ce qu'on a à faire, sauf qu'à la fin, il faut qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Et il faut en foutre dehors, voilà, je le dis très tranquillement, y compris mettre des gens dehors, les éléments les plus problématiques. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aussi, si on veut résoudre complètement l'équation, que la police, pour être républicaine, elle doit pouvoir aussi ressembler à la population française et être pour moi, l'idéal de police, c'est qu'elle est dans la cité. Elle doit avoir sa place dans la cité, dans la vie de la cité, et pas être à côté, pas être un camp
comme l'a dit le préfet l'Allemand. Ça me semble essentiel et déterminant. Et pour ça, il faut qu'on donne des gages et des signaux politiques, y compris dans la gestion concrète au ministère de l'Intérieur. Moi, je l'ai dit la dernière fois sur notre émission programmatique pour lancer la campagne Nous sommes pour. On a, et ça a été dit par Michel, à contrario, aujourd'hui, on valorise et on donne des médailles. On a donné des médailles, les médailles de la sécurité intérieure à des types qui avaient frappé des gilets jaunes, qui sont en procédure judiciaire en ce moment pour ça, etc. Et ben nous, on fera absolument le contraire. Voilà. On donnera des médailles, on récompensera tous ceux qui auront eu des comportements vertueux et ceux qui auront eu le courage de briser l'omerta dans les commissariats ou dans les opérations de police qui voient des problématiques, des problèmes concrètement de discrimination, de violence illégale, etc. Bon, parce que le drame dans tout ça, c'est que quand un policier, par exemple, brise l'omerta dans un commissariat en disant « oui, j'ai un collègue en opération, l'autre soir, il a fait n'importe quoi, il a tabassé un type », il y a quand même une très grande probabilité que celui qu'on mute de service et qu'on change de service, c'est celui qui aura dénoncé ces comportements scandaleux. C'est lui qu'on va bouger parce que les autres vont se serrer les coudes, etc. Et puis enfin, mais ça, ce sera de la gestion, je crois qu'il va falloir être capable, ça va pas être trop compliqué pour ce qui nous concerne, mais il va falloir être capable de dire non, allez vous faire voir quand Alliance Police Nationale viendra réclamer des trucs stupides, factieux, séditieux et tout ce qu'on veut, et qui seront à contrario de la philosophie de désescalade qu'on veut impulser dans la police nationale. Parce qu'aujourd'hui, le grand drame, c'est que personne, notamment pas le ministre de l'Intérieur, n'est capable de dire à un syndicat de police « vous racontez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi ». Et ce serait déjà énorme, juste de le dire avec sa bouche. Je ne parle même pas de leur faire des représailles, je ne sais pas quoi, ou de les dissoudre, peu importe. Non, mais je parle juste de leur dire, vous dites n'importe quoi et on n'est pas d'accord. Voilà. On n'est pas d'accord avec ce que vous racontez. Quand ils menacent, ils ont fait des tracts pour menacer les magistrats en disant attention, si vous condamnez nos collègues qui ont tabassé des gilets jaunes, hein, concrètement, attention, on saura s'en souvenir, etc. Enfin, des formules comme ça sur leur tract. Enfin, ça, normalement, ça aurait dû être une levée de bouclier, au moins en termes de communication publique de la part du ministre de l'Intérieur, pour dire là, non, vous franchissez une ligne rouge. Vous franchissez une ligne rouge, c'est pas possible. Et comme on leur dit jamais rien et qu'on leur cède tout, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est plutôt eux qui dirigent le ministère de l'Intérieur que les différents ministres successifs qu'on a eus. Donc oui, il faudra diriger contre ces syndicats-là et je pense que ce sera de nature à faire réémerger dans la police des organisations qui soient plus tranquilles, plus républicaines. Et on parlait tout à l'heure de la FASP, que je n'ai pas connue évidemment, mais dont on m'a beaucoup parlé, qui effectivement avait des intérêts. Je crois que ces policiers-là existent encore. Enfin, je crois, j'en suis sûr, puisque un certain nombre sont en contact avec moi. Je ne vais pas être plus long, je vous ai dit un peu les différents modèles de ce que je retenais de l'intervention de Michel Kokoreff et de ce que nous, on a réfléchi politiquement et de ce qu'il conviendrait de faire le moment venu. Merci beaucoup. Michel, je n'ai pas parlé de la politique du chiffre. C'était sympa. On pourra y revenir plus tard, sinon. Oui, Michel ? deux mots. Bien sûr qu'on pourrait accroître la formation initiale des fonctionnaires et faire en sorte qu'ils ne passent pas 8 mois à l'école, mais plus. Bon, parce qu'effectivement, ils partent très vite en stage et d'ailleurs, souvent, ils déchantent. Ils commencent à déchanter à ce moment-là parce que c'est là où ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ce dont ils avaient rêvé. D'où un raz-de-marée vers les brigades spéciales d'intervention, parce que là au moins, il y a de l'action. Bien sûr, on pourrait leur faire des sciences sociales. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a une excellente sociologie de la police, de la force publique en France, au Canada, en Angleterre. Malheureusement, il y a des obstacles idéologiques, mais enfin, qui sont peut-être pas propres à la police. Simplement, bien sûr, on pourrait leur apprendre la désescalade.
plutôt que l'escalade. Simplement, il y a un point que je n'ai peut-être pas évoqué qui me semble vraiment très important, c'est que moi, je me méfie des approches comportementalistes qui consistent à, au fond, laisser croire que c'est une affaire de comportement et qu'il y aurait des pommes pourries, il y aurait des brebis galeuses. Bon. Alors que, encore une fois, c'est un problème institutionnel qui concerne l'institution policière et surtout que les policiers, ils ont des ordres. Ils ont des ordres et ils ont des consignes. Quand on leur dit de faire de l'ILS, l'infraction à la législation sur les stupéfiants, ils en font. Quand on leur dit d'aller au contact et allez-y les gars, après avoir attendu des heures dans leur bus, ils y vont. Et donc, comment articuler une formation qui, bien sûr, peut être améliorée avec en même temps le donneur d'ordre qui joue encore une fois un rôle très important aujourd'hui. Et puis alors sur Alliance, je dois vous dire que, cher monsieur le député, je suis un peu étonné par vos propos parce que peut-être pour être un peu provocateur, mais c'est comme si on disait autant jadis à la CGT qu'il y avait une position dominante dans les usines, dans le monde du travail ouvrier. Allez vous faire voir. Hein. Bon, d'abord, au nom de quoi? Bon. Et puis, principe de réalité, bon, pour l'instant, c'est Alliance, le syndicat dominant. Bon. Alors là où je vous rejoins complètement, et c'est un des nœuds du problème, hein, c'est qu'il y a une sorte de cogestion de la sécurité publique comme du maintien de l'ordre entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats qui soient de couleur plus ou moins rose ou plus ou moins brune. Il y a une cogestion. Et donc, il n'y a pas de politique publique en matière de sécurité qui ne puisse passer sans avoir l'aval des syndicats. Ça, il y a un certain Nicolas Sarkozy, dont on a beaucoup parlé, mais dans une autre catégorie ces derniers jours, hein, qui l'avait très bien compris. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est impossible, hein, mais c'est pour dire qu'on a affaire à un sacré problème. Merci. Donc, je vais maintenant essayer de vous amener un peu des questions du public. On en a une, alors qui est un peu reliée. Je rebondis sur votre remarque, Michel, par rapport au fait que les policiers ont des ordres. Donc, oui, ils ont des ordres qui viennent d'en haut. Donc, est-ce qu'il y a un endroit dans la hiérarchie où on peut dire si on allait faire un changement à cet endroit-là, c'est là que se trouve le nœud du problème? Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que le nœud du problème ne se trouve pas au niveau des policiers, puisqu'ils ont des ordres d'en haut. Mais du coup, à quel endroit en haut se trouverait cette... qui prend une décision? Est-ce que quelqu'un prend une décision consciente à un endroit en se disant je vais donner cet ordre-là et oui, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont se faire taper dessus, mais c'est pas grave. Alors, bon, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faudrait faire une sociologie de l'organisation et dire comment, par exemple, entre les différentes directions centrales et, par exemple, la préfecture de police de Paris, effectivement, vous êtes toutes floues. Voilà, là, ça c'est revenu. Donc, il faudrait rentrer dans le dur, hein, organisationnel pour constater que parfois, ce n'est pas la guerre des polices, c'est la guerre des chefs. Et entre les directions centrales et la préfecture de police, par exemple, notamment de Paris, il n'y a pas forcément convergence, surtout quand les uns ont été nommés par des présidents et des majorités politiques différentes. Mais je ne rentre pas là-dedans, je prends juste le cas de l'Allemagne. En Allemagne, on n'a pas le droit, quand on est policier, de contrôler les papiers d'identité des gens. Sauf dans des zones dites dangereuses, dans ce qu'on appelle, nous, des zones sensibles. Bon. Alors, en France, le contrôle d'identité est l'élément majeur de mise en contact des forces de l'ordre, y compris des agents de sécurité publique, hein,
là on ne parle pas des CRS ou évidemment des gardes mobiles qui sont des militaires, et la population. Le contrôle d'identité, c'est l'outil principal du lien avec la population dans un but de lutte anticriminalité, de lutter contre la délinquance. Et donc, je veux dire, encore une fois, je prends cette différence de traitement institutionnel et de cadre juridique exprès. Dans le premier cas, il ne faut pas s'étonner que ça dérape, puisque, encore une fois, ça ne fonctionne qu'au contrôle d'identité et qu'en plus, le périmètre qui peut justifier le contrôle d'identité n'a cessé d'être étendu depuis une vingtaine d'années. Donc, au fond, maintenant, un policier n'a même pas à justifier. Et puis, d'un autre côté, on a le cas allemand où le contrôle d'identité est interdit et où les rapports sont beaucoup moins aigus, tendus, virils, où il n'y a pas d'émeute. Et en même temps, les policiers allemands, unité intégration-migration, font de l'interculturel, sont en rapport avec des associations culturelles ou cultuelles, les mosquées, les écoles, avec tout un réseau d'informateurs qui font qu'ils connaissent la société civile. Bon. Alors qu'en France, les policiers ne connaissent pas la société civile, ils ne connaissent pas le territoire où ils exercent. Et éventuellement, ils en ont une peur bleue parce qu'effectivement, parfois, ça ressemble un peu à une ligne de front. Et comment voulez-vous communiquer quand vous arrivez en Robocop? Bon. Donc, je ne dis pas qu'autour de ça, il y a des solutions, mais ça peut laisser envisager effectivement ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y aurait à faire, et en même temps ce que font, le cas de l'Allemagne, parce qu'il se trouve qu'il y a plus d'enquêtes sur l'Allemagne. Excusez-moi d'avoir été un peu long peut-être. C'est bon. Une réaction, Hugo ou... Oui, non, juste pour dire tout à l'heure, peut-être que j'ai été un peu véhément vis-à-vis d'Alliance Police Nationale, mais je maintiens que c'est ce qu'on leur dira en premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas discuter, les recevoir, échanger, et que parfois on va se dire qu'ils ne disent pas toujours que des bêtises. Mais je veux leur donner ce signal, c'est pas vous qui commandez le ministère de l'Intérieur. Vous n'êtes pas la direction politique du ministère de l'Intérieur. Et la cogestion, dans cogestion, éventuellement, il y a co-gestion. Donc c'est ensemble, quoi. C'est pas vous. C'est co-géré avec le politique. Il y a une tradition cogestionnaire dans la fonction publique en règle générale. Le syndicalisme dans la fonction publique a été conçu comme ça par ceux qui ont pensé le statut. Donc je ne vais pas m'opposer à la cogestion par principe, c'est pas ça le sujet. C'est de dire que si on dit qu'il doit y avoir une direction politique parce que les gens ont voté pour une orientation politique, alors elle doit pouvoir s'appliquer à un minima, ou en tout cas, ça ne doit pas être à l'unilatéral du côté des organisations syndicales de police. Et je le dis aussi, c'est qu'il y a une méprise sur ce que représentent réellement les syndicats de police dans la police. Ça se voit, ça s'est vu plein de fois quand eux-mêmes ont organisé des manifestations, ils ont une faible capacité de mobilisation. Et pour m'être fait raconter des tas de fois quand il y a eu les jetés de menottes, d'ailleurs ce n'était pas une mais les deux organisations syndicales principales, et entre Alliance et SGP Police FO, en fonction des périmètres de police dans lesquels vous vous trouvez, c'est soit l'un soit l'autre qui est devant. Bon, entre les CRS, la sécurité publique, si vous mettez des officiers dedans ou pas, etc. Je passe le détail, mais donc, c'est pas forcément Alliance qui a toujours le devant de la scène, mais comme il y a eu un effet d'alignement des deux centrales syndicales sur une escalade, pour le coup, là, une véritable escalade dans l'argumentation sur il faut se protéger, on est en insécurité les policiers, il nous faut des armes supplémentaires, il faut qu'on soit reconnu, etc. En fait, il y a quand même quelque chose qui est disproportionné dans ce que sont réellement les syndicats de police. D'ailleurs, il y a eu des gros indices sur le fait qu'en fait, ils ne matriçaient pas tant que ça le réel policier. D'ailleurs, les policiers, quand ils ont un problème au quotidien, ils ne vont pas voir le syndicat. Ils vont voir le syndicat quand c'est le moment des mutations. Voilà. Pour avoir tel ou tel poste, et on leur dit reprends ta carte et on te défendra dans la commission administrative paritaire pour que tu aies ton poste. Et la cogestion et tout ce système clientéliste, en fait, ne fonctionne que parce que l'administration laisse faire. C'est elle qui tient les rênes de la mutation en définitive, c'est pas le syndicat. Et il y a des tas de syndicats, d'autres syndicats dans la fonction publique qui aimeraient beaucoup que ce soit
plus co-gérés, comme c'est le cas dans la police nationale. Et on l'a vu, donc les indices sur le fait que les syndicats ne pesaient pas tant que ça, c'est les manifestations de policiers en colère. Il faut s'en souvenir, c'est du début du mandat de Macron sous Gérard Collomb. Il y a eu des manifestations d'envergure dans tout le pays devant les commissariats en dehors du cadre syndical. Et les syndicats sont venus essayer de récupérer, etc. Ils arrivent toujours bien à récupérer leur truc, en tout cas à faire tasser, et puis à dire oui, à promettre des choses. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième chose, c'est le mouvement qui a eu ce qu'on appelle les nuiteux, les policiers qui travaillent la nuit, qui sont en fait 18 000, je crois, en tout. Et ils avaient organisé des manifestations avec des revendications sociales, pour le coup, c'est-à-dire des augmentations de salaire, pas pour avoir des armes en plus, mais pour avoir une petite reconnaissance, parce qu'ils sont franchement mal indemnisés pour le travail de nuit qu'ils font. Ça, c'est réel, et puis ils n'ont aucune reconnaissance, parce que les chefs sont là le jour, ils ne sont pas là la nuit, quoi. Voilà. Donc on ne les connaît pas, les types, en fait, qui est dans la maison police, qui travaillent la nuit. C'est quand même assez dingue, alors que c'est eux qui rencontrent peut-être la délinquance la plus dure, quoi, la plus complexe à gérer en tant que telle. Et en sous-effectif, parce qu'en fait, en réalité, moi, je vois sur l'île, en gros, il y a peut-être 2-3 véhicules qui tournent la nuit, hors BAC, parce qu'effectivement, il y a en parallèle 3 ou 4 véhicules de la BAC qui, eux, tournent, mais en police-secours, la police du quotidien, c'est ça pour une agglomération de plusieurs centaines de milliers d'habitants, enfin de millions d'habitants, quoi. Donc, on est dans une faiblesse extrêmement forte. Enfin, c'était justement une des questions là, qui m'était remontée, qui était comment expliquer en fait qu'il n'y ait pas plus de réaction de la part des policiers par rapport à leur manque de moyens. Parce que quand on voit justement tous ces manques de moyens, on s'attendrait à plus de mobilisation de leur part, plus de... Ouais. Autant juste là-dessus, d'une phrase, autant les organisations syndicales ne pèsent pas dans la capacité de mobilisation concrète des policiers, autant ils ont infusé dans l'idée, les têtes des policiers, que le problème du policier qui est en insécurité, c'est d'être sécurisé et donc d'avoir des revendications en termes de moyens matériels. Mais quand ils disent moyens matériels, c'est un plus gros gilet pare-balles, un taser en plus, etc. etc. Et donc, ils ont détourné le regard parce que, y compris dans la sphère médiatique et la sphère politique, les choses se nourrissent mutuellement. Donc, ils ont l'impression comme ça de garder le lead et tout se tient. Et les pauvres nuiteux là, qui ont fait leurs revendications, ils ont été absorbés par une organisation syndicale. Mais au départ, ils ont été convoqués pour avoir des sanctions à l'intérieur de la police parce qu'ils avaient manifesté en dehors des clous. Bon, tous les autres qui ont manifesté en dehors des clous devant les institutions, il leur a rien arrivé, aucune sanction, que dalle. Eux, on les a convoqués dans le bureau en disant qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, pour arrêter vos manifestations. Bon, donc il faut inverser la vapeur et c'est de la responsabilité du politique, c'est de la responsabilité première du politique. C'est pour ça que le premier changement qu'on pourra faire en arrivant, c'est d'être arrivé. Ce sera déjà un gros changement. Michel ? Ça, c'est sûr. Quand on regarde quand même l'augmentation des budgets de l'État, on est un peu renseigné sur les postes privilégiés, la sécurité n'étant pas le dernier. Bon, alors je sais que par ailleurs, ça a du mal à redescendre, mais moi je voudrais, peut-être pour continuer un peu ce débat et introduire un tiers, c'est que dans le face-à-face entre le politique, comme vous dites, et la police, il manque quelque chose qui s'appelle la population, qui s'appelle la demande sociale. Bon. Et alors, puisqu'on est parti un peu dans les comparaisons internationales, et je pense qu'elles sont vraiment indispensables, on pourrait citer le cas des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains, en novembre? Bon, ils ont changé de président. Vous me direz, bon débarras. OK, là, je perds ma neutralité. Mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont voté un certain nombre de réformes. Et de réformes concernant la police, concernant leur mandat, concernant, par exemple, leur possibilité ou non de débarquer à n'importe quelle heure de la nuit ou pas. Bon. Alors, en Californie, qui est évidemment un État beaucoup plus progressiste que d'autres États de l'Amérique profonde. Mais, d'une certaine manière, la population, elle a eu droit au chapitre par le biais de référendum, au fond, qui était organisé dans le cadre, parallèlement à l'élection présidentielle.
Quand on constate dans d'autres pays, par exemple comme l'Angleterre, mais les États-Unis l'ont fait beaucoup, hein, l'empowerment, c'est-à-dire le fait que la police doit rendre des comptes à la population. Au fond, elle est payée avec nos impôts, hein, donc elle doit rendre des comptes, et y compris localement, par des réunions régulières. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que étant un peu sceptique sur le bras de fer qu'il peut avoir entre une politique qui serait anti-syndicale, hein, parce que ça ne marchera pas, à mon sens, où ça ne marche pas, comment réintroduire un tiers et au fond, quand même, faire acte de démocratie et de demander l'avis aux citoyens à l'image de ce qui peut se faire. Bon. Sur le désarmement, je veux dire, ça paraît des mesures techniques, hein, mais ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Voilà. Si je peux réagir sur cet aspect-là, parce qu'en fait, bon, la police, c'est 1000 sujets en parallèle, parce qu'on n'a pas parlé de la politique du chiffre, mais la politique du chiffre vient enserrer le comportement de tous les policiers, en fait, et les rendre bêtes, hein, concrètement. Hein. Le peu qui pouvait être intelligent, ça les rend bêtes, la politique du chiffre. Bon, et en plus, il y a une perte de sens dans le métier qui est juste dingue, et les gens peuvent très vite rentrer à la police avec les conditions de travail qui ne sont pas évidentes, dans de la déprime, et on pourrait peut-être aussi relier ça avec le taux de suicide très élevé dans la police nationale et la gendarmerie nationale. Sur la question de la participation des gens, en fait, concrètement, à leurs besoins de sécurité, la définition de ce qu'est pour eux un besoin de sécurité. En plus, là, toutes les enquêtes sociologiques ont montré qu'il y avait un énorme hiatus entre ce que la police pense être les besoins et les volontés de la population et ce que la population veut réellement quand on l'interroge. La plupart des cas, le principal sentiment, je dis souvent cet exemple parce qu'il est heureusement vrai, on va dire heureusement, que le principal sentiment d'insécurité, notamment pour les femmes, la nuit, et la principale revendication qui va avec, c'est pas des policiers en plus, c'est d'avoir de l'éclairage public. Le principal sentiment d'insécurité, c'est quand il n'y a pas d'éclairage public. Donc, si vous voulez faire reculer le sentiment d'insécurité, il ne faut pas mettre un policier, il faut mettre une lumière. Voilà. Je le dis un peu comme ça de manière caricaturale et en étant un peu provocateur, mais c'est souvent ça le principal hiatus qu'il y a entre les policiers et la population. Sur le trafic de stupéfiants et la nuisance que ça peut représenter, des jeunes qui sont là en bas des immeubles ou des moins jeunes en train de dealer, etc. Souvent, ce que disent les gens dans les quartiers, c'est que soit ils vont avoir des nuisances parce que quand ils passent à côté, ils se font saluter, etc. Bon, là, du coup, ça demande à ce que les personnes en question squattent pas dans la rue, mais qu'ils aient d'autres choses à faire ou d'autres lieux faits pour ça, faits pour squatter. Donc ça, là, c'est de l'urbanisme, c'est de l'organisation de l'espace. Mais ils disent bien souvent, nous, on s'en fout que les gens y fument. C'est pas notre sujet. On veut juste que y ait moins de bruit, etc., que ce soit plus tranquille. Et alors là, la réponse de la police, c'est d'arriver avec une voiture de la BAC qui va faire un coup de frein à main, crisser les pneus, ça va courir, ça va crier, il va peut-être y avoir des coups de pistolet. Et à la fin, les gens ils disent mais c'est pas ça qu'on veut non plus. On ne veut pas être dans un film là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Bon. Et puis la plupart des gamins qui peuvent là participer au trafic de stupéfiants, ça reste des gamins du quartier dont les parents vivent là aussi et d'où on peut la réponse, c'est pas de dire bah, mettez-moi tout le monde en prison puis quand ils ressortiront on verra bien. Bon. Donc ça enserre beaucoup de sujets. Et on avait dit la question de la police de proximité doit être une pierre angulaire de la reconstitution de la police, de la désescalade qu'on va avec, de la nouvelle formation qu'on veut avec. Et que le besoin de sécurité, la définition de ce qu'on veut, doit être fait. Nous, on avait proposé de réformer c'est un truc technique, c'est les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, mais qu'au moins une fois par an, ils se réunissent en séance plénière avec présents les policiers qui sont rattachés au quartier, et donc il faut qu'il y ait des policiers rattachés à un quartier, que ce soit les mêmes, qui soient inscrits un peu dans la durée, et qu'il y ait la municipalité qui soit là, des représentants de la préfecture, qui sont l'autorité aussi de la police nationale, et éventuellement quelqu'un du parquet qui soit aussi présent, parce que le parquet, je vous rappelle que c'est quand même un des morceaux de l'édifice répressif, et que ce serait bien aussi qu'il se reconnecte un petit peu plus au réel. Alors, je vais
je vais ramener un peu quand même la question vers Michel parce que moi, en vous lisant et en vous écoutant tout à l'heure, j'ai plus pensé au mouvement Defund the Police aux États-Unis et donc vraiment à l'idée d'avoir moins de policiers, moins de présence policière, moins de... Et donc d'aller amener cet argent-là vers des services sociaux, etc. Mais il y a quand même une question qui revient, qui est, mais dans ce cas, si on n'a pas de police, comment on contrôle l'ordre public? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Quel abîme vivre dans un monde sans police. Mon Dieu, quelle angoisse. Alors, plus sérieusement, ce qui est intéressant dans le débat, bien sûr, c'est pas ce que vous dites, mais c'est comme ça qu'on comprend le mal, le slogan Defund the Police. Bon. En fait, c'est vraiment intéressant ce débat. Depuis des années aux États-Unis, avec Black Lives Matter notamment, bon, parce qu'il y a un taux aussi d'homicides policiers. Imagine. Votre son coupe. La connexion a visiblement... Bon. Bon, moi, je vais essayer de trouver une question pour vous, Hugo, en attendant que Michel puisse revenir. Donc, pour vous, alors, dans l'avenir en commun, donc en plus, vous avez travaillé sur le livret sécurité. Dans l'avenir en commun, on parle de l'idée... Attends, il faut que je retrouve la question, désolé. Aussi. On parle d'unifier les forces de police dans un grand corps constitué. Et donc là, en fait, après la discussion autour des problèmes, justement des problèmes qui se trouvent dans le corps policier actuellement, est-ce que cette proposition-là ne se retrouve pas à être un risque, en fait? Est-ce que le corps policier ne devrait pas plutôt être éclaté pour essayer de diminuer un peu le pouvoir de chacun? Oui, bien sûr, ça peut poser un problème de fond de se dire que trop de centralisation, trop de pouvoir aux mains de les mêmes personnes, ça pourrait poser problème. D'où la question effectivement des contre-pouvoirs et dans le cadre de cette police nationale unifiée, qu'elle soit réellement de proximité, qu'elle puisse être au niveau local avec des policiers qui soient affectés à un territoire donné, sous la double autorité du maire et du préfet, obligés de rendre des comptes régulièrement à la population avec des plénières où les gens peuvent venir interpeller eux-mêmes le policier ou le gendarme. Ce que je remarque pour la gendarmerie, c'est structurel pour eux, mais ils sont naturellement de proximité. Ils n'ont pas le choix, ils sont dans une caserne, sur un territoire donné, avec une population, un nombre d'habitants par gendarme qui est beaucoup plus faible que dans le périmètre police, évidemment. Et les gens connaissent leurs gendarmes. Ils l'ont déjà croisé sur la route, à la boulangerie, je ne sais pas quoi. En plus, comme il vit là, il vit à la caserne, il le croise. Et les gendarmes connaissent les gens parce qu'ils sont au même endroit pendant une certaine durée. Je pense qu'il faudrait reproduire cela sur les zones de police nationale. Et le gendarme, il fait plein de choses, bien plus que le policier, qui, du point de vue policier ou des syndicats de policiers, ne font pas partie du cœur de métier. On en a parlé un peu tout à l'heure. Par exemple, aller à la sortie de l'école. Moi, je le dis, c'est le travail aussi du policier national, de proximité, dont on imagine demain ses missions, que d'aller un coup de temps en temps, aller à la sortie de l'école, aider à traverser les gamins, et puis discuter avec les gens. Juste parler avec eux, quoi. Et on apprend plein de choses en discutant avec les gens. Hein. Et spontanément, il y en a qui vont aller se plaindre. Oui, mais là, l'autre jour, il y en a un qui a fait le zinzin avec sa voiture jusqu'à 3 heures du matin, c'est insupportable. Voilà. Et savoir et pouvoir avoir une activité qui corresponde aux besoins des gens, mais qui soit aussi sous l'œil direct et concret de gens qui connaissent le policier. Et
Parce que ce qui rend l'impunité du policier facile, c'est qu'il intervient et qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où il est, il arrive, il repart. C'est un numéro, quoi, c'est un RIO. Le policier de proximité, ce n'est pas possible. C'est un type qu'on connaît ou une dame qu'on connaît, qu'on reverra le lendemain, le surlendemain, passer dans le quartier. Et donc, ce contrôle-là, il est pour nous important. Après, il y a un certain nombre de missions dont on souhaite qu'elles restent dans un corps militaire, gendarmerie. En fait, on restreindrait la gendarmerie. Mais la gendarmerie, ce n'est pas la police. Alors, oui, non, mais c'est parce que la question, avant que vous soyez déconnecté, c'était parce qu'on propose de fusionner la police et la gendarmerie et une partie de la police municipale dans un seul et unique corps unifié. La question, est-ce que c'est pas un péril démocratique de mettre tous ces œufs dans la même force, la tradition républicaine voulant qu'en divisant gendarmerie et police, c'est une garantie démocratique au cas où l'une des deux forces voudrait s'arroger le pouvoir. Mais j'ai envie de vous dire que de toute façon, il reste l'armée. S'il y avait vraiment un problème. Ah oui, donc, et d'ailleurs, les gendarmes sont des militaires. Ce n'est pas une force annexe. Alors, on est dans un système tout à fait bâtard là en ce moment, puisque depuis 2009, la gendarmerie nationale est maintenant sous la direction directe du ministère de l'Intérieur, tout en ayant gardé un statut militaire. Bon, donc, donc la question du contrôle sur les policiers, moi je veux donc la nouvelle police unie, je veux qu'elle soit citoyen et qu'elle soit démocratique par les pouvoirs d'un parlement renforcé et un ministre de l'Intérieur qui soit mieux lui-même aussi contrôlé très clairement. D'où les organismes de contrôle aussi qu'on imagine à la place de l'IGPN et le fait que sur beaucoup de missions de police, notamment les missions de police judiciaire, je rappelle qu'en théorie, sur le papier, l'autorité qui est censée contrôler la police, c'est l'autorité judiciaire, donc le parquet en l'occurrence, et que la faiblesse des moyens du parquet fait qu'en fait, il a les moyens de rien contrôler du tout. Ça ne va pas être une mince affaire de mettre tout le monde sous le même statut, mais je crois qu'il y a plus d'avantages à faire ça qu'à laisser se perpétrer cette guerre entre police et gendarmerie qui continue à être une réalité de terrain. Sur celui qui va avoir l'enquête qui va bien pour les services judiciaires, ou si ma zone police ou ma zone gendarmerie, elle va bouger, et quels sont mes ouailles dans mon périmètre, quoi. Bon, parce que en fait, je l'ai vu tout simplement et constaté dans mon activité professionnelle. Et même moi, je gérais la comptabilité des services de police et de gendarmerie, même sur des sujets aussi annexes que celle-là. Je peux vous dire que c'était parfois à couteau tiré les réunions entre policiers et gendarmes sur qui va avoir quel moyen en plus, etc. Et je pense vraiment qu'on n'a pas intérêt à ça. Merci. Je reviens vers vous, Michel, si votre connexion est revenue. Non. C'est vraiment dommage, ça m'embête un peu. Bon. J'ai vu dans notre chat sur Zoom là que quelqu'un me parlait du service citoyen, effectivement, qu'on voit comme étant aussi un autre moyen de contrôle, parce que ça remplit pas que cette mission-là, c'est pas vrai, mais ça remplit notamment cette mission-là dans la gendarmerie. C'est aussi un des aspects de la gendarmerie. Ils ont une réserve citoyenne d'active qui accompagne les gendarmes dans leur mission du quotidien, qui est assez fournie et très mobilisée. Mais il y a des camarades qui sont réservistes de la gendarmerie, qui me racontent comment ça se passe, etc. Et ben effectivement, quand vous avez des gens qui ne dépendent pas, leur carrière ne dépend pas de ce qui va se passer à la gendarmerie parce qu'ils font ça à titre citoyen quand ils ont le temps et quand ils peuvent, ben c'est un moyen de contrôle direct, effectivement, qui évite le cloisonnement sur soi et l'omerta. Oups, me revoilà. Vous êtes de retour maintenant? Oui, voilà, je vais finir par croire que voilà. Et ça a à nouveau coupé. Bon. Alors, je vais revenir à nouveau pour Hugo. Ouais. Donc, en fait, j'aimerais rebondir. Donc là, il y avait quelques questions aussi sur... donc, d'accord, la France insoumise dit que
si la France insoumise est élue, alors il y aura toutes ces choses qui seront faites. Mais il n'y a pas si longtemps, on a vu que avec des manifestations, les syndicats de police, justement, ont réussi à faire plier le ministre. Et il y a vraiment l'air d'y avoir une position de force de la police sur le politique. Et donc, en quoi le fait que ce soit un parti différent changerait cette position de force? Parce que le gouvernement a besoin d'avoir sa police de son côté, en fait, d'une certaine manière. Ben, oui, en tout cas, oui, elle a besoin d'avoir une police qui obéit aux ordres, hein, tout simplement, mais aussi qui respecte les principes républicains, c'est-à-dire les deux à la fois, mon capitaine. Parce que, en réalité, si je prends sous l'angle strictement judiciaire de tous les machins qu'ils ont inventés pour interdire et empêcher les manifestations qu'ont fait les policiers dont on parle, devant les institutions, le soir, avec les gyrophares, en armes, etc., sont strictement interdites par la loi. Donc, d'une part, il aurait fallu les faire disperser. Ça n'empêchait pas de convoquer les policiers ensuite pour des négociations, enfin les organisations syndicales qui organisaient ça, mais en tout cas faire cesser ce truc-là parce que c'est extrêmement dangereux. Donc pour le faire cesser, dans l'immédiat, bah, là vous avez la gendarmerie qui est sous la main, donc il fallait envoyer les gendarmes, hein, je le dis très clairement, si les policiers ne voulaient pas partir d'eux-mêmes, et puis qu'il y ait des poursuites judiciaires. Aujourd'hui, n'importe quel gilet jaune qui se pointe pour organiser une manifestation et qui ne l'a pas déclaré en préfecture, il fait 24 heures de garde à vue si tout va bien, 48 si on l'a en grippe, et il va nous faire une comparution immédiate dans les 3 jours. Bon, mais c'est pas possible d'avoir deux poids deux mesures, surtout pour des gens qui ont un statut, un uniforme, des prérogatives qui les obligent encore plus que les autres, encore plus que n'importe quel citoyen. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la capacité de mobilisation des organisations syndicales sont quand même, somme toute, en réalité assez limitées. Et globalement, la masse des policiers obéit et obéira. Donc, il ne faut pas non plus se laisser emporter par des effets de visibilisation qui tendraient à survaloriser ce que sont les syndicats policiers. En tout cas, moi, je veux croire que oui, et c'est pour ça qu'on y a autant réfléchi, que je passe autant de temps à en parler. Je sais que les camarades qui peuvent nous écouter, nous regarder, se posent la même question. Demain, comment on fait pour diriger concrètement le ministère de l'Intérieur dans une certaine mesure contre ce que racontent ces syndicats de police-là. Et moi, je pense que par des mesures concrètes, d'arrêter la politique du chiffre, de redistribuer les primes différemment, toutes ces choses-là sont de nature à mettre de notre côté politique, enfin de côté politique, je ne vais pas les transformer en insoumis, mais qu'au moins ils se disent ah bon, c'est peut-être des insoumis, mais en fait c'est pas si pire que ce qu'on nous avait raconté, parce que notre quotidien s'améliore un petit peu. Voilà. Et je pense que Merci. ça, on a la capacité de le faire. Désolée de vous couper, Michel est revenu et j'aimerais bien pouvoir lui donner la parole finalement. Non, je ne dis plus rien parce qu'à chaque fois que je parle, je suis coupé. Donc, peut-être que vous avez d'autres questions. J'aimerais quand même que vous reveniez sur cette idée de quelle serait une autre forme soutenable de contrôle de l'ordre public. Oui, alors, j'ironisais un peu sur un monde sans police, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un paradoxe lorsqu'on parle du maintien de l'ordre ou des gardiens de la paix. Vous voyez, ce type d'expression qui est plutôt rassurante, alors qu'on constate plutôt des politiques du désordre, des situations chaotiques. Enfin bon, donc on est quand même dans une situation un peu paradoxale où on ne peut pas complètement s'appuyer sur les vertus d'un exercice de l'ordre public qui sont bafoués au quotidien. Alors, plus particulièrement pour des gens, on n'en a pas aussi beaucoup parlé, racisés, racialisés, considérés comme dangereux, potentiellement délinquants, c'est-à-dire pas ni vous ni moi, pas des hommes ou des femmes hétéros de plus de 40 ans, on va dire. Bon. Alors, par rapport à cette situation-là, donc le débat américain est fort intéressant parce qu'il nous dit que, on peut redistribuer les fonds publics d'une autre manière puisque les milliards qui sont dépensés ne rendent pas la police plus efficace.
De la même manière qu'en France, on sait que les contrôles d'identité n'ont pas de rentabilité policière. Il y a des statistiques très précises qui montrent qu'il y a 93% dans certaines zones des contrôles qui ne débouchent sur aucune action. Bon. Donc, effectivement, de la même manière, d'arrêter des chiteux, d'arrêter des fumeurs de joint, ce qu'on continue de faire depuis la loi de 70, ça ne permet pas de s'attaquer aux cartels, ça ne permet pas de s'attaquer à des réseaux plus développés. Le deuxième aspect, c'est l'utilisation d'armes, non pas non létales, mais à létalité réduite. Donc j'en ai cité quelques-unes, mais les tasers et les lanceurs de balles de défense en sont des exemples. C'est-à-dire, est-ce qu'on interdit ou pas? Et au fond, la question, pour moi, ce n'est pas de savoir si on va restaurer la police de proximité créée par Jox à la fin des années 80, mais est-ce qu'on va désarmer les policiers, pas au sens où on va leur retirer leur matraque télescopique et leur arme de service, mais au sens où on va leur interdire l'utilisation d'armements qui sont nocifs, que ce soit en sécurité publique ou en maintien de l'ordre. Et le troisième volet de ce débat, qui ne consiste pas à laisser penser qu'on pourrait vivre dans une société sans police, parce qu'évidemment, on est sûr que ça ne passera jamais, mais enfin, ça peut être la propagande la contre-propagande qui serait utilisée. Le troisième point, c'est quel contrôle de la population sur la police. Et là, je reviens sur cet enjeu de démocratie locale qui me semble tout à fait essentiel. Bon. Et il me semble qu'il n'y a pas de débat à gauche là-dessus. Bon, peut-être que d'ailleurs, il n'y a pas de gauche, mais or, c'est des questions qui concernent au quotidien beaucoup d'habitants, une partie de la population, y compris une partie de la population qui ne se reconnaît plus dans l'offre politique, mais pour laquelle ces questions-là sont vraiment pas des questions idéologiques, sont des questions quotidiennes sur est-ce qu'une interaction de jeunes gens, elle doit ou pas impliquer le tutoiement, voire systématique, voire susciter des remarques à caractère raciste, non pas parce que les policiers seraient par nature ou par essence racistes, mais parce qu'ils le deviennent dans leur corporation, dans leur groupe. Donc le débat américain, voilà, il est celui-là, et j'aurais envie de dire qu'en France, on en est très loin. C'est-à-dire que quand on se demande ah oui, faut-il rendre indépendant le directeur de l'IGPN, bon, il y a de quoi rire quand même. Merci. Voilà, il est maintenant 9h30, donc je vais vous laisser encore peut-être un 5 minutes maximum chacun si vous voulez vraiment mettre un point. Qu'est-ce qu'il faut en ressortir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui reste à faire en fait pour améliorer cette situation? Avec quoi les gens doivent repartir de cette discussion que nous venons d'avoir là? Alors, si vous me permettez, je vais laisser le député conclure, mais pour ce qui me concerne, en tant que sociologue, il me semble que déjà, si on documente le sujet, en gros, si on arrête de raconter des conneries, pour le dire brutalement, si on documente notamment, effectivement, l'histoire, mais le fonctionnement de l'institution, si on documente, donc c'est notre rôle à nous de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, c'est le rôle des titulaires, des précaires, des doctorants. Je prends tout le monde parce qu'effectivement, on a été quand même un peu infamé, insulté par notre ministre récemment. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit réflexe corporatiste. Mais nous, notre rôle à nous, c'est de documenter, c'est d'objectiver, c'est de mesurer, c'est de qualifier, c'est d'avoir un regard critique. Évidemment, mais en même temps solide. Parce qu'en face, c'est n'importe quoi, c'est le déni,
c'est quand j'entends violence policière, j'étouffe. Bon, et là, quand même, voilà, est-ce qu'on peut vraiment rester dans cette espèce de confusionnisme? L'excellent Frédéric Lordon disait ils ne mentent pas, ils détruisent le langage. Bon. Et donc, effectivement, et ça a été rappelé par Hugo Bernalicis, c'est les mots sont importants. Et si on peut éclairer le débat public de façon raisonnée et objective, déjà, c'est immense, et y compris documenter ce qui marche moins, ce qui ne marche pas, ce qui est réaliste, ce qui est irréaliste, hein, même si d'aucuns disaient il y a très longtemps, soyons réalistes, demandons l'impossible. Hugo? Oui, bon, j'aurais envie de dire il faut tout faire, tout mener de front en même temps. Parce que les choses se tiennent dans tout ce qu'on a raconté ce soir, et encore, on n'a pas pu parler de tout parce que le sujet est extrêmement large. C'est pour ça qu'on a entamé ce travail avec Daniel, sérieusement. Et je vois, on peut se poser la question d'états généraux de la police, une fois qu'on arrive, remettre tout le monde autour de la table. Excusez-moi, Daniel qui? Daniel Obono, pardon, ma collègue pardon. Daniel Obono. Et donc, l'objectif, c'est pas de faire des états généraux. Vraiment, c'est qu'une fois qu'on arrive, on soit déjà prêt et qu'on sache déjà ce qu'on doit faire. Quand on disait tout à l'heure, il n'y a pas de débat à gauche. Moi, quelle est mon expérience militante très courte? C'est qu'en 2012, je me retrouve en stage au ministère de l'Intérieur, enfin à l'École nationale de police de Roubaix-M pour être précis. Je prends le programme L'Avenir en commun, enfin à l'époque, pardon, c'était L'Humain d'abord, et je vais dans les pages concernées, réflexes militants, je regarde ce qu'on raconte sur la police, quoi. Et il y a 3 pages qui sont, c'est des bonnes intentions, hein, il faut des moyens, des policiers qui soient sympas, enfin je caricature parce que c'est exactement ça, mais et là je me dis, mais moi je n'ai même pas le matériel idéologique et intellectuel et politique pour aller convaincre le moins de policiers que je vais rencontrer pendant ce stage. C'est impossible. Avec ça, je vais me coucher tout de suite, quoi. Et donc, finalement, il y a beaucoup de littérature scientifique, beaucoup de choses qui ont déjà été trouvées, qu'on n'a pas besoin de chercher, qui ont déjà été trouvées, mais qu'il faut rassembler ça et mettre ça en musique politique. Donc, ce qui me semble important, c'est de dire qu'il faut qu'on soit prêt et on est en train de se préparer. Parce que ce n'est pas une fois arrivé au ministère qu'il faut savoir se poser la question, est-ce qu'on supprime le LBD en manif? Non, on le supprime. On l'aura mis dans le programme qu'on supprimera et on le supprimera. Et ça ira extrêmement vite, parce que ça, c'est des mesures rapides et qui donnent un signal qui est extrêmement positif. On ne dira pas qu'il faut changer le directeur de l'IGPN. On dit, voilà, on supprime l'IGPN tel qu'elle est et on va créer un autre organe qui soit complètement indépendant, de la tête aux pieds, dans son fonctionnement, par ses composantes, etc. Bon, etc., etc. Et il faut qu'on soit en capacité de mener tous ces éléments de front et de les lancer en même temps. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'un niveau dont on ne parle jamais, qu'on ne met jamais en musique politiquement, c'est ce qu'on appelle le niveau réglementaire, c'est l'organisation du ministère concrète, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des lois sur tout, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y aura eu des lois qui seront très rapides à faire, qui seront de supprimer toutes celles qu'ils ont fait pendant 5 ans. Voilà, on fera une qui dira on supprime tout, on revient à l'état antérieur, parce qu'avant ça fonctionnait bien aussi, et on était moins violent, on était moins répressif. Bon. Donc, c'est ça. Et si j'ai envie de dire une chose, c'est que nous, on doit être quand même, nous, politiquement, on ne peut pas être contre la police. C'est pas possible. Et on ne doit pas être non plus pour la police. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. C'est quelle police on veut. Et on veut une police républicaine qui soit de proximité, qui respecte la déontologie, et qui soit au service de la population. Hein, voilà, au service de la population. C'est ça l'enjeu. Et donc, il faut qu'elle soit connectée à la population. Et là, vous pouvez dérouler tout ce qu'on s'est dit ce soir dans les différentes propositions et dans les différentes mesures. Mais c'est sûr qu'il faudra désarmer des tas de policiers et à tous les niveaux. Bon, alors par contre, le GIPN, on leur donnera, ils auront quand même le droit d'avoir leurs armes. Mais on n'enverra pas les GIPN sur une manifestation. Voilà. Le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. J'ai pris un extrême, histoire d'être un peu caricatural sur la fin, mais qu'on comprenne bien, quoi. Merci beaucoup. Oui, le GIPN, c'est vrai que maintenant c'est le RAID, puisqu'ils ont tout refusionné dans le fameux RAID de mon excellent adversaire Jean-Michel Fauvergue, à qui je ne passe pas le bonjour.
Donc, merci beaucoup à nos deux invités, Michel Kokoreff et Hugo Bernalicis. Et je veux aussi remercier Paul-Dominique, Floriane, Ben et Pierre qui m'ont aidé à voir toutes les questions et à ce que tout fonctionne ce soir. Donc, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup d'avoir assisté à cette soirée. Merci à vous tous. Merci à vous, Marie. À Merci, monsieur le bientôt. député. Au Ciao. revoir.